C'est un titre accrocheur. Un train nord-coréen transportant des missiles balistiques a été détruit en Sibérie. Ce serait un coup de maître opérationnel pour l'Ukraine, dans une guerre déjà pleine de coups de maître opérationnels ukrainiens. Cela semblerait résoudre l'un des plus grands problèmes auxquels l'Ukraine est actuellement confrontée. Et il semble pour l'instant que ce ne soit probablement pas vrai. Cependant, les opérations audacieuses des forces spéciales naissent souvent d'idées ridicules que des équipes de rêveurs parviennent ensuite à concrétiser. Et donc la question centrale aujourd'hui est de savoir comment l'Ukraine pourrait y parvenir. Revenons en arrière. L'Ukraine a du mal à arrêter les missiles balistiques en approche. Il n'y a pas beaucoup de bonnes options défensives ici en dehors du système Patriot, mais les intercepteurs sont en quantité limitée dans le monde entier, et les États-Unis ne sont pas disposés à puiser dans leurs réserves avec le conflit en cours en Iran. Par conséquent, la meilleure alternative dont dispose l'Ukraine est de frapper préventivement les missiles balistiques russes, soit les lanceurs au moment où ils s'apprêtent à être déployés, soit les sites de production pendant la fabrication de ces missiles. La première option est difficile, car les lanceurs sont mobiles. La seconde option est difficile parce que la Russie place sa production en dehors de la partie occidentale du pays. Mais le plus grand problème de tous est un accord apparent entre Moscou et Pyongyang. Désormais, ce ne sont plus seulement les missiles russes qui frappent l'Ukraine, ce sont aussi des missiles nord-coréens. Aussi difficiles que soient les options pour détruire la production de missiles balistiques russes, les options pour détruire la production de missiles balistiques nord-coréens sont encore pires. Nous avons déjà parlé de la tyrannie de la distance. La solution créative consiste à faire naviguer des drones navals près de la péninsule et à envoyer des quadricoptères commencer à chercher des cibles. Mais même en ignorant tous les autres problèmes opérationnels qui pourraient survenir, ce n'est pas l'opération toile d'araignée. Vous vous attaquez à des bâtiments renforcés, pas à des avions à voilure fixe exposés sur le tarmac. C'est pourquoi il y a eu un certain émoi parmi ceux qui suivent la guerre vendredi, lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'Ukraine avait frappé un train nord-coréen rempli de missiles balistiques. Cela semblait être une solution élégante au problème mentionné précédemment. Si détruire l'usine de production est trop difficile, alors il suffit simplement d'attendre que les missiles soient regroupés. Ils ont une fâcheuse tendance à exploser, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de faire tomber le premier domino, et ensuite admirer un feu d'artifice spectaculaire. D'après la rumeur, l'Ukraine n'a pas attendu longtemps pour agir, après que les missiles ont quitté la Corée du Nord, détruisant le train à environ 6000 km des lignes de front. Vous pouvez comprendre pourquoi les forces spéciales ukrainiennes voudraient procéder ainsi, malgré la distance. La Russie et la Corée du Nord ne partagent qu'une petite frontière. Si vous savez que la Corée du Nord va livrer des missiles par chemin de fer, alors vous savez qu'ils doivent passer par ici. Une fois que le train prend le virage, vous risquez de perdre cette régularité si la Russie est prête à le faire sortir de la ligne principale du chemin de fer transsibérien. Il y a juste un problème ici. Il n'y a aucune indication fiable que cette opération ait réellement eu lieu. Maintenant, pour être clair, il n'y a aucune indication fiable que cette opération n'ait pas eu lieu. Et en général, la charge de la preuve incombe à ceux qui affirment qu'un événement nouveau s'est produit, et non à l'équipe « rien ne se passe jamais ». La source originale semble être un message télégramme d'un blogueur militaire ukrainien citant des responsables anonymes. Et dans notre paysage médiatique actuel, où les gros titres accrocheurs génèrent des clics, et où les journalistes individuels ne rencontrent pas de problèmes institutionnels s'ils font des déclarations fausses ou trompeuses, beaucoup d'autres ont suivi le mouvement, donnant l'impression dans certaines communautés en ligne qu'il s'agissait d'un fait établi. Mais ensuite, le week-end est passé. Aucun média grand public n'a voulu en parler. La Russie n'avait rien à admettre à ce sujet, et l'Ukraine ne l'avait pas encore revendiqué officiellement. Permettez-moi d'être clair. Je n'ai aucune information indépendante sur la véracité de cet événement. Je pense qu'il est généralement judicieux d'être prudent dans l'environnement médiatique actuel. Il est étrange que l'Ukraine n'ait pas rendu publique l'attaque, étant donné l'attention médiatique enthousiaste mais limitée qu'elle a reçue. C'est ainsi qu'elle obtiendrait une véritable attention médiatique, et pas seulement des discussions au sein de la chambre d'écho pro-ukrainienne. Le type d'attention médiatique qui influence l'opinion publique. Et peut-être que l'Ukraine a des préoccupations en matière de sécurité opérationnelle, ce qui explique pourquoi le gouvernement reste très discret. Mais encore une fois,
Il est tout de même étrange que les journalistes des grands médias n'aient trouvé personne au sein du gouvernement enthousiaste à l'idée de révéler la grande victoire de la semaine dernière. D'accord, peut-être que la sécurité opérationnelle est vraiment efficace en Ukraine sur ce coup-là. Quelques dizaines de missiles balistiques sur un train en train d'exploser, ce serait vraiment un spectacle à voir. Comment se fait-il que personne en Russie n'ait encore publié d'images de cela sur les réseaux sociaux? Peut-être que le lieu du sabotage était isolé. Et peut-être qu'il y a aussi une forte sécurité opérationnelle du côté russe, avec des inquiétudes concernant la révélation de l'ampleur des dégâts, des détails sur un train militaire, ou des informations précises concernant la façon dont la Corée du Nord transfère des missiles balistiques. Tout cela est possible, mais vous pouvez voir comment l'accumulation de tous ces éléments devrait mener à un certain degré de scepticisme. Néanmoins, il se peut que nous nous concentrions sur la mauvaise question ici. Peut-être que la question la plus intéressante n'est pas de savoir si l'attaque a eu lieu, mais plutôt de savoir comment l'Ukraine pourrait s'y prendre pour attaquer le programme de missiles nord-coréen en attaquant des trains. Pour commencer, l'attaque spécifique dont on parle serait difficile à réaliser. Bombarder une voie ferrée en soi n'est pas si difficile. Il y a littéralement des milliers de kilomètres de voies disponibles, et il n'y a aucun moyen réaliste de surveiller un territoire aussi vaste en permanence, surtout qu'une grande partie se trouve dans les régions sauvages reculées de la Russie. La seule difficulté à cette étape est d'envoyer des agents dans la région. Mais nous savons déjà qu'ils sont dans le pays, d'après les opérations de sabotage qui ont eu lieu ailleurs. Eh bien, la difficulté, c'est d'entrer en Russie, pas de se déplacer une fois à l'intérieur. Il est donc raisonnable de conclure que l'Ukraine a des amis partout au sein de la fédération. De plus, plus on s'éloigne de Moscou, moins les habitants se soucient de ce qui se passe de la politique du Kremlin. Il ne serait pas déraisonnable pour l'Ukraine d'engager une aide discrète dans les régions les plus éloignées du pays. Et il y aurait certainement une certaine poésie à cela. Le Kremlin utilise effectivement des citoyens de l'Est comme mercenaires depuis des années maintenant. Il n'est pas non plus très difficile de synchroniser la détonation avec l'arrivée d'un train. Il vous suffit littéralement d'un détonateur à distance et d'un moyen de surveiller les voies. Appuyez sur un bouton, et c'est tout. D'ailleurs, on sait que l'Ukraine est douée pour synchroniser ce genre de choses lors d'opérations bien plus complexes. Rappelez-vous que l'attaque la plus destructrice contre le pont de Crimée a consisté à faire exploser un camion au moment où il se trouvait près d'un train-citerne sur le pont parallèle, afin d'enflammer ce carburant et de causer encore plus de dégâts. Une bombe stationnaire contre un train en mouvement est une opération bien plus facile. Je dois également souligner l'importance de la composante ferroviaire dans la stratégie. Il y a souvent une idée fausse selon laquelle le sabotage d'une voie ferrée représente un cauchemar logistique massif pour la cible. Eh bien, cela peut l'être, mais si tout ce que vous faites est de faire exploser une section de rail, le temps de réparation se compte en heures. En fait, selon l'emplacement, il se peut que les équipes de réparation mettent plus de temps à arriver sur place qu'à effectuer les réparations elles-mêmes. C'est pourquoi frapper un long train est si crucial. Le but est de faire dérailler le train et de faire s'empiler ses wagons sur les voies. Le succès ici signifie bien plus que quelques heures de réparation temporaire. Cela signifie une véritable opération de démolition. Chaque composant doit être traîné ou soulevé hors de la voie ferrée. Ce n'est qu'à ce moment-là que les équipes ferroviaires peuvent commencer la partie facile du travail. Cependant, rien ne garantit que cela ne fera reculer la cible que de quelques jours, voire une semaine. L'essentiel à retenir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer complètement le site pour que les trains puissent circuler à nouveau. Le reste du nettoyage peut être effectué pendant que les trains circulent sur de nouveaux rails. Et avec une guerre en cours, vous pouvez imaginer que la Russie ne se souciera pas de faire quelques entorses aux règles de sécurité. Si vous vouliez vraiment ralentir la logistique de la Russie, alors vous envisageriez de bombarder un pont. Bien sûr, il existe de nombreuses options disponibles. Mais comme nous l'avons vu en Crimée, les petits ponts peuvent être réparés rapidement, et les plus grands ponts sont difficiles à détruire complètement. D'où l'accent mis sur le bombardement de n'importe quelle partie des rails lorsqu'un train se trouve dessus. En fait, l'Ukraine a affirmé avoir mené une telle attaque, bien que beaucoup moins médiatisée, en novembre dernier, à peu près au même endroit dans l'Extrême-Orient que l'opération présumée de vendredi dernier. Ce que vous regardez est un montage vidéo publié par l'Ukraine pour mettre en avant l'attaque. Mais notez qu'il s'agit d'un train. Ce n'était pas un train en particulier chargé d'armes nord-coréennes, et il ne semble pas y avoir eu de problème à long terme avec la ligne par la suite. D'où l'importance aujourd'hui d'essayer de détruire les missiles eux-mêmes. En effet, toucher un train précis
Et en plus, un train venant de Corée du Nord est une tâche bien plus difficile. Il faudrait savoir que le train a été chargé et qu'il va bientôt franchir la frontière. Comment sauriez-vous qu'un train comme celui-là est sur le point de partir? La meilleure façon serait d'écouter les discussions qui ont lieu à Moscou. L'Ukraine pourrait avoir un contact interne qui transmet ces informations. Sinon, c'est une bonne tâche pour le renseignement d'origine électromagnétique, et les États-Unis dominent la Russie dans ce domaine depuis le début de l'invasion. En effet, c'est apparemment ainsi que les États-Unis étaient si certains qu'une invasion allait avoir lieu. Comme la communauté du renseignement américaine travaille toujours avec l'Ukraine, cela pourrait faire partie des informations régulièrement partagées entre les parties. Ensuite, nous pouvons examiner l'autre moitié de l'équation, la Corée. La Corée du Sud a évidemment des personnes qui essaient d'infiltrer le réseau de renseignement de Pyongyang, ce qui est un peu plus facile sur le plan linguistique et culturel que pour l'Ukraine. D'un côté, Séoul ne sera pas vraiment triste de voir les missiles balistiques quitter la péninsule. Cependant, rappelez-vous que la Corée du Nord fait cela dans son propre intérêt économique. Bénéfice. Et à long terme, la Corée du Sud préférerait que la Russie considère la Corée du Nord comme un partenaire peu fiable. Il est donc possible que les services de renseignement sud-coréens transmettent des informations à l'Ukraine. Cela pourrait réduire la fenêtre à quelques heures seulement. À partir de là, vous pourriez placer un observateur en amont de la zone cible pour surveiller les trains qui passent, attendre de repérer le bon, puis transmettre le signal à l'équipe de mise à feu. L'alternative, c'est le suivi en temps réel, grâce à la surveillance par satellite. En gros, seuls les États-Unis sont capables de faire cela. La CIA et le Pentagone surveillent déjà la Corée du Nord, et on pourrait penser qu'un train chargé de plusieurs missiles balistiques attirerait beaucoup d'attention. Franchement, avec toutes les rumeurs qui circulent sur l'aide nord-coréenne à la Russie, il est possible que la surveillance repère le train avant même que le renseignement d'origine électromagnétique ne soit alerté. Et pour simplifier les choses, la Corée du Nord et la Russie ne partagent que cette étroite frontière terrestre mentionnée plus tôt, séparée par un pont ferroviaire de 600 mètres. Surveillez le pont et vous verrez passer tout train chargé de missiles. À partir de là, il ne reste plus qu'à transmettre les informations à une équipe ukrainienne. Donc oui, ce serait une façon plausible de gérer le problème. L'Ukraine affirme avoir déjà fait quelque chose de similaire auparavant. La seule différence, c'est de synchroniser l'attaque pour toucher un train en particulier, ce qui n'est qu'un peu plus difficile qu'auparavant. Que l'Ukraine l'ait déjà fait ou le fasse bientôt, cela dépasse mes compétences. En attendant, ce qui ne dépasse pas mes compétences, c'est d'écrire d'excellents livres sur le début de la guerre. C'est en gros la description de poste de mon alter ego académique qui se respecte. Consultez la description de la vidéo pour plus d'informations à leur sujet. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.